Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Pas de faute professionnelle dans la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivins. C'est ce qu'affirme un rapport de l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale, demandé par le ministère de l'Intérieur. Cette enquête a porté sur les circonstances de la mort du jeune homme. Le rapport a été versé à la procédure judiciaire en cours. Les détails dans ce journal. L'Assemblée nationale adopte la résolution sur la reconnaissance de l'État de Palestine avec 339 votes pour et 151 contre. Le texte, sans valeur contraignante mais à haute teneur symbolique, a provoqué de vives réactions. Et pendant ce temps, sur place, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé aujourd'hui la dissolution de la Knesset ainsi que la convocation d'élections anticipées. L'analyse tout à l'heure de Charles Anderlin, correspondant de France 2 à Jérusalem. Le nouveau patron de l'UMP exhorte sa famille politique à crever l'abcès. Dans une réunion à huis clos devant les députés UMP, Nicolas Sarkozy a fustigé le niveau de haine et de détestation au sein du parti. Il appelle au rassemblement et plus généralement, nous allons débattre ce soir de l'évolution du paysage politique en ce moment. Les différents partis sonnent la mobilisation. Quelles sont leurs stratégies, leurs visions et leurs idées? Le débat tout à l'heure. Enfin, rien ne va plus entre le gouvernement et Pierre Gattaz. Après Stéphane Le Foll, c'est au tour d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Manuel Valls de s'en prendre directement au patron du MEDEF. Les déclarations se font de plus en plus dures pour dénoncer les provocations des dirigeants du patronat. Extrait à suivre. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et avant de développer tous ces titres, on va évoquer le nouveau chapitre de l'histoire spatiale européenne. Ariane 6 va voir le jour 19 ans après le lancement d'Ariane 5. Les 20 ministres des États membres de l'Agence spatiale européenne sont parvenus à un accord qualifié d'historique pour construire cette nouvelle fusée. Elle devrait prendre son envol dès 2020. Et on va écouter sur ce sujet Jean-Jacques Dordain, c'est le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Ça montre un effort exceptionnel de la part des États membres. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a 15 milliards d'euros d'engagement devant nous. La deuxième bonne nouvelle, c'est que on a franchi un virage non négligeable sur le secteur des lanceurs. Enfin, ça fait 40 ans qu'on fait des lanceurs de la même façon en Europe. Là, on a pris un virage. C'est non seulement des nouveaux lanceurs, mais c'est une nouvelle gouvernance, c'est des nouvelles relations entre les gouvernements et l'industrie. Et donc, c'est une nouvelle étape. Dans l'actualité aujourd'hui, Nicolas Sarkozy devant les députés UMP pour resserrer les rangs. Le nouveau patron a exhorté sa famille politique à crever l'abcès. Il a aussi fustigé le niveau de haine et de détestation au sein de l'UMP. Retour sur cette journée avec Julie Hulin. C'est l'image que tout le monde attendait. La poignée de main entre Nicolas Sarkozy et François Fillon à la sortie du siège de l'UMP après 45 minutes d'entretien. Deux hommes tout sourire. Fini les tensions du passé, voici l'unité affichée, du moins en façade. Un peu avant, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe UMP au Sénat, qui s'était rendu sur place. Nicolas Sarkozy prône l'union pour son parti et il le montre chaque jour un peu plus. Ce matin à l'Assemblée nationale, même bonne humeur, même image de rassemblement avant une réunion à huis clos où il a dénoncé les divisions de la droite. Le niveau de haine entre nous est stupéfiant, grotesque et consternant. Il aimerait incarner le pacificateur. Mais sa proposition de comité de sages composé d'anciens premiers ministres ne fait pas l'unanimité. Seul Dominique de Villepin aurait signifié son intérêt. François Fillon, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé ont décliné la proposition. Le maire de Bordeaux l'a même qualifié de comité naphtaline. Il aura l'occasion d'expliquer son refus à Nicolas Sarkozy lors de leur rencontre demain, au risque de passer pour un diviseur. Et si les parlementaires UMP rentrent dans le rang, ce n'est pas le cas des centristes. À l'UDI, on préfère jouer pour l'instant la carte de l'indépendance. Leur participation à une primaire en 2016 n'est pas du tout acquise. Jean-Christophe Lagarde, à la tête du parti, affirme que l'UDI n'a pas vocation, je cite, à être d'accord matin, midi et soir avec l'UMP. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Quand il évoque un rassemblement de la droite et du centre, Alain Juppé se fait huer.
Voilà qui en dit long. La fracture idéologique au sein du parti ne date pas d'hier et elle aura son importance pour 2017. Pas question pour les centristes de participer à une primaire limitée à l'UMP, UDI. On souhaiterait une primaire totalement ouverte à tous les sympathisants, organisée par une instance totalement neutre, pas des primaires de l'UMP, mais où tous les candidats de droite, qui s'appellent François Bayrou ou Nicolas Sarkozy, participent. Dès lors que François Bayrou a dit que lui ne se sentirait pas lié par les résultats de cette primaire, malheureusement, elle est un peu morte avant même d'avoir été étudiée. Le centre droit demeure l'allié naturel de l'UMP, mais à écouter les ténors de l'UDI, le centrisme mou c'est fini. Une fin de non-recevoir à Nicolas Sarkozy qui voulait un centre avec lui, matin, midi et soir. Le centre se dit désormais indépendant et veut compter aux prochaines élections locales. Une liste centriste en Île-de-France n'est pas exclue. On va s'imposer aussi. Souvent, quand il y avait deux bons candidats, on choisissait systématiquement le candidat de l'UMP. Je crois qu'il y a un certain nombre de candidats UDI qui seront en mesure de porter les valeurs de l'UDI et de tirer les listes dans les régions concernées. On a envie maintenant de montrer un peu les muscles et de montrer qu'on peut exister aussi par nous-mêmes. À droite, cette émancipation des centristes ne réjouit pas tout le monde. Surtout ceux pour qui l'avenir de l'UMP passe par une alliance solide avec le centre, au point de vouloir un candidat unique en 2017. Rien ne va plus entre le gouvernement et Pierre Gattaz. Après Stéphane Le Foll, c'est au tour d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Manuel Valls de s'en prendre au patron du MEDEF. Les déclarations se font de plus en plus dures pour dénoncer les provocations des dirigeants du patronat. Les détails avec Mounir Soussi. Le gouvernement commence à perdre patience face au MEDEF. Après avoir consenti 40 milliards d'euros en allègement de charges et subventions aux entreprises pour stimuler les embauches, l'exécutif estime que le compte n'y est pas. Pourtant, Pierre Gattaz s'est engagé à favoriser la création d'1 million d'emplois. Je n'ai pas à qualifier l'attitude de Pierre Gattaz, j'ai simplement à dire que dans Pacte de responsabilité, il y a le mot responsabilité. Aujourd'hui, il y a très peu d'accords de branche qui sont signés. C'est un échec et aujourd'hui, c'est aussi le sien. La lune de miel entre le patronat et le gouvernement semble terminée. Ovationné lors de la dernière université d'été du MEDEF, Manuel Valls s'est montré particulièrement sévère à l'encontre du patronat cet après-midi à l'Assemblée nationale. Chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Et je le dis notamment aux dirigeants du patronat, un certain nombre de propositions, de provocations, de propos aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité. Pris en étau, les représentants des entreprises demandent du temps pour mettre en application les différents aspects du pacte voté en juillet, tout en critiquant les difficultés de certaines mesures comme le compte pénibilité. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ce pacte de responsabilité, nous l'avons même dit au moment où ça a été mis en place. Cette formulation de dire que c'est un échec, c'est totalement irresponsable. Irresponsable pour les entreprises qui ont besoin de confiance, irresponsable pour le pays qui a besoin de ce pacte. Un an après le lancement en grande pompe par François Hollande, le pacte de responsabilité peine à s'installer. Des accords ont été signés dans seulement 2 branches professionnelles sur la 50aine que compte le pays. En finir avec un système de notation jugé stressant pour les élèves, c'est la volonté du Conseil supérieur des programmes. Un document qui révolutionne l'évaluation des enfants a été remis à Najat Vallaud-Belkacem. Le débat, bien sûr, n'est pas nouveau, mais il divise toujours autant. Voyez cette enquête de Pauline Dame. Et toi, t'as eu combien en français? Une question peut-être en voie de disparition. Le Conseil supérieur des programmes préconise la fin du recours systématique des notes à l'école. Un barème de 4 à 6 niveaux et des blocs de compétences pourraient remplacer le système actuel de notation. Objectif, arrêter l'évaluation-sanction et mettre davantage en avant les lacunes et progrès réalisés. Côté parents, les avis sont mitigés. Je pense que ça pourrait être positif, c'est-à-dire au lieu de formater des moutons, justement, ce serait de mettre en valeur les compétences des enfants. Quand j'étais minot, ça m'a jamais posé de soucis. Voilà, il y a des bonnes notes, des mauvaises notes, et ça va continuer de l'être, des blocs non acquis ou acquis. Bon. Je pense que la compétition, elle est même quand ils ont des feux verts, des feux oranges et des feux rouges. Il y en a qui se rendent compte qu'ils ont des feux oranges et qui peuvent faire mieux. Pour ce responsable syndical, l'enjeu n'est pas tant la forme, mais le sens que l'on donne à cette évaluation.
Le système de notation est une question subsidiaire puisque n'importe quel système de notation, qu'il soit chiffré par code couleur ou bien par lettres, peut être nuisible aux apprentissages de l'élève s'il n'est pas préparé et discuté correctement avec les enfants. L'important, c'est le fond de l'évaluation. Selon un récent sondage, près de 3 parents sur 4 seraient favorables à une diminution du poids des notes dans l'appréciation scolaire. Une conférence nationale sur l'évaluation des élèves doit se tenir à Paris les 11 et 12 décembre prochains. L'Assemblée nationale adopte la résolution sur la reconnaissance de l'État de Palestine avec 339 votes pour et 151 contre. Le texte, sans valeur contraignante mais à haute teneur symbolique, a provoqué de vives réactions. Et le gouvernement israélien n'a pas tardé à réagir ce soir pour condamner ce vote français. Benyamin Netanyahou parle d'une erreur qui va, je cite, condamner le processus de paix. On va en parler dans quelques instants avec de nombreux invités politiques en notre compagnie. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde, c'est le tour de l'info de Nathalie Guilloire. Regardez. Aucune faute professionnelle n'a été commise par le gendarme qui a tiré la grenade offensive à l'origine de la mort de Rémi Fraisse, selon un rapport d'enquête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Une déclaration faite en commission des lois à l'Assemblée. Cet accident avait eu lieu en octobre dernier lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens. Ce serait une première pour le Rafale. Un accord pourrait bientôt être conclu entre l'Inde et la France autour de la vente de 126 avions de chasse. Un contrat de 12 milliards de dollars est en jeu. Prévu pour mars 2015, 18 appareils devraient être construits en France et 108 seront fabriqués en Inde. Ils attendent avec impatience l'arrivée de Manuel Valls. Des centaines de pêcheurs avec plusieurs dizaines de navires ont manifesté aujourd'hui à Nantes. Ils sont là pour réclamer le maintien à l'identique en 2015 des quotas de pêche au premier jour des assises de l'économie de la mer. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la définition des quotas de fin d'année, le 15 et le 16 à Bruxelles. Tous les ans, on est suspendu à cette décision. Tous les ans, c'est du moins sur toutes les espèces confondues. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'il y a des moins qu'on peut accepter, mais là, on est rendu au bout de l'exercice. 41 Français blessés, dont 7 grièvement. C'est le bilan d'un accident d'autocar qui a eu lieu cet après-midi à Cuba. Les victimes venaient de la plupart de Ouistreham dans le Calvados. Il s'agirait d'une collision entre le car et un autre véhicule sur une route du centre de Cuba. Une cellule de crise est ouverte au Quai d'Orsay. L'année 2014, une année de crise et de conflits, résume l'OTAN. L'Ukraine, la Syrie et l'Irak font partie des situations les plus alarmantes. Réunis aujourd'hui à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères ont fait un bilan de la situation. Et à l'image de John Kerry, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l'attitude de la Russie en Ukraine. La Russie n'a pas tenu ses promesses de mettre fin à tout soutien aux séparatistes armés et de retirer ses troupes et ses armes, libérer les otages et permettre aux inspecteurs de l'OSCE de faire leur travail, de respecter la souveraineté et le territoire de l'Ukraine. Et l'on termine par le dessin du jour. Il est signé Plantu pour le journal Le Monde. Le dessinateur ironise sur la probable suppression des notes à l'école. Une bonne nouvelle pour François Hollande, très mal noté dans les sondages. Le débat du mardi 22h, l'UMP tente de se réorganiser et de se rassembler. Le Front National veut se mettre en ordre de bataille. La gauche sonne l'heure de la remobilisation auprès de troupes démotivées. Le paysage politique évolue, bataille de personnes et combat d'idées. Chaque parti se prépare aux futures échéances et déjà 2017 est dans toutes les têtes. Mais d'abord, bien sûr, il faudra convaincre, proposer et peut-être surprendre les Français fatigués d'une crise économique, sociale et politique. Alors que proposent les partis? Quelle réorganisation? Quelle vision également de l'avenir? On en parle avec nos invités ce soir. Juliette Méadel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire nationale et porte-parole du Parti socialiste. Avec nous également Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénatrice UMP du Bas-Rhin. En notre compagnie, Stéphane Ravier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Front National des Bouches-du-Rhône, maire du 7e secteur de Marseille. Et nous accompagne également Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national à la coordination politique du Parti de gauche. Alors, messieurs, mesdames,
mesdames. Avant d'entrer dans les détails de notre débat sur le paysage politique et les partis, on va parler d'un autre débat qui a eu lieu cet après-midi à l'Assemblée sur le vote concernant la reconnaissance de l'État de Palestine, adopté, je le précise également, par la Suède, la Grande-Bretagne, l'Espagne et d'autres pays. Ce débat, ce vote a provoqué de nombreuses réactions en France et il a été condamné à l'instant par le gouvernement israélien. Fabienne Keller, vos collègues UMP à l'Assemblée, dans leur grande majorité, ont voté contre cette résolution, mais un tel débat, on l'imagine, va au-delà des étiquettes politiques. Est-ce qu'au Sénat, vous allez voter contre vous-même? Alors notre groupe va faire une autre proposition de résolution plus constructive. L'idée centrale étant de demander à ce qu'il y ait reconnaissance mutuelle entre les États. Le sujet aujourd'hui, c'est pas seulement que la France reconnaisse l'État de la Palestine, mais qu'il y ait bien sûr dialogue entre l'État d'Israël, déjà reconnu par la France bien sûr, mais qui n'est pas reconnu par ses voisins immédiats, et la Palestine. Notre volonté, c'est de contribuer à une solution négociée, bien sûr extrêmement difficile, voilà des décennies, qu'il y a des combats, des morts, qu'il y a énormément de douleur et de violence, mais la seule solution de moyen et long terme, c'est bien qu'il y ait une reconstruction progressive d'un dialogue et une reconnaissance mutuelle. La mutuelle. résolution de la proposition telle qu'elle est, vous ne l'adoptez pas comme ce. Nous ferons une autre proposition de résolution dans cette logique d'opposition constructive, qui essaye d'aller de l'avant, qui est celle de la majorité au Sénat. On va voir les différents points de vue. Stéphane Ravier, il y a aussi des tiraillements au Front National. La position officielle du parti, c'est de voter pour la reconnaissance de l'État de Palestine, mais les députés Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard, eh bien, se sont abstenus. Pourquoi ces deux positions différentes? Écoutez, tout d'abord, je voudrais dire que les Palestiniens ne peuvent plus être et ne doivent pas être le seul peuple apatride sur sa propre terre. Si une voix, ou si un homme égale une voix, un peuple égale une nation. Les Palestiniens ont droit eux aussi à une nation comme les Israéliens. En l'état actuel des choses, dans ce climat qui dure depuis toujours, j'allais dire, entre les Israéliens et les Palestiniens, ce climat, ce quotidien de haine, ce quotidien de sang, il ne peut surgir pour l'instant d'État palestinien serein et viable. Donc il faut d'abord que les bonnes intentions, que les gens de bonne volonté l'emportent sur les extrémistes de part et d'autre. Les enfants palestiniens méritent autant de vivre que les enfants israéliens. L'État d'Israël est reconnu. À terme, l'État de Palestine doit l'être aussi dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles pour les deux parties, pour les deux pays. Vous voterez pour cette résolution quand elle arrivera au Sénat? Il ne me semble pas, justement, que les conditions nécessaires pour que les relations entre ces deux futurs pays, il y en a un mais pas encore le second, puissent être viables. Et il faut que les bonnes volontés l'emportent. Et nous n'en sommes malheureusement pas encore là. Juliette Madel, il y a peut-être un paradoxe parce qu'on dit qu'il faut faire avancer ce processus qui, on le rappelle, est complètement... il n'y a pas de dialogue d'ailleurs, il n'y a même plus de processus qui est en cours en ce moment. Et en même temps, on dit, eh bien, le climat tel qu'il est, on ne peut pas voter. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, justement? Mais c'est tout le sujet de cette résolution qui arrive à un moment où les relations, comme vous l'avez dit vous-même, effectivement, les relations sont à un point de blocage. Et cette région du monde est évidemment aujourd'hui sujette à des conflits et on souhaiterait, tout un chacun, je ne suis pas parlementaire, mais évidemment en tant que citoyenne je souhaiterais l'apaisement, et l'apaisement ça passe par la reconnaissance de chacun des deux États, d'un côté comme de l'autre. Il ne doit pas y avoir d'invective, il ne doit pas y avoir reconnaissance pour l'un et rejet pour l'autre du droit à exister. Maintenant la difficulté c'est comment faire entendre cette résolution qui n'a aucune force obligatoire, qui est une déclaration de principe. Comment faire en sorte? Aucun poids d'ailleurs, vous le pensez, dites-le. Malheureusement sur le terrain, évidemment, on va avoir dans quelques instants en direct avec nous Charles Anderlin qui comment lui donner autre chose, il nous le dira. Oui. Comment lui donner autre chose que cette simple petite portée de débat interne français, franco-français? C'est toute la question. Mais c'est peut-être important de le faire, Éric Coquerel, c'est votre avis en tous les cas. Oui, c'est positif. Il y a 2 semaines, on a voté le même genre de vœux au Conseil régional. Pourquoi c'est positif? Parce qu'on voit bien que certains essayent de transformer un conflit en conflit religieux. Donc il faut mettre de la politique. Voilà. Et la reconnaissance aujourd'hui par le Parlement, c'est une façon de mettre de la politique. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que si nous étions dans une démocratie normale, aujourd'hui le gouvernement devrait obéir au Parlement, puisque ce sont les représentants de la nation très largement
qui ont voté la reconnaissance de l'État d'Israël. Et ça pose bien, je trouve aussi, la question de la Ve République. Voilà. Alors, on va également voir ce qui se passe sur place. Et nous sommes en direct avec le correspondant de France 2 à Jérusalem, Charles Anderlin. Bonsoir. D'abord, selon vous, quel est l'impact de ces résolutions de reconnaissance de l'État de Palestine, déjà par différents pays, on l'a rappelé, comme la Suède, l'Espagne, la Grande-Bretagne et d'autres? Quel effet sur place? Eh bien, écoutez, assez limité, vous l'avez dit, à part la Suède qui a réalisé une reconnaissance diplomatique en bonne et due forme, tout cela est symbolique. Cela satisfait bien entendu énormément l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui n'a en fait que cela comme satisfaction ces derniers temps. Côté israélien, on le regrette, évidemment, on le condamne et on s'inquiète assez de cette détérioration du soutien dont dispose l'État d'Israël en Europe. Cela dit, il faut quand même rappeler que l'Europe et la France, en l'occurrence, ont raté le coche du processus de paix depuis quelque temps déjà, depuis près d'une décennie. La colonisation s'est poursuivie absolument sans aucun problème. Il n'y a pas eu de réelle pression pour que les partis aillent à la négociation. Les Européens ont laissé les Américains jouer le jeu et aujourd'hui on voit bien le résultat. Cela dit, il y aura des élections en Israël dans 3 mois. Et l'avenir du pays, l'avenir des négociations avec les Palestiniens, État binational, apartheid ou État théocratique, tout cela fait partie de la campagne électorale qui s'ouvre maintenant, qui a été décidée ce soir par M. Benjamin Netanyahou. Oui, Charles Anderlin, quel est l'état du dialogue en ce moment entre l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et le gouvernement de Netanyahou? Il n'y en a pas? C'est le dialogue qui est complètement rompu? On s'échange des accusations réciproques, quelques insultes au passage, des menaces aussi. L'autorité palestinienne menace d'adhérer au traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Et cela amènera nécessairement des représailles de la part du Congrès américain qui va couper les vivres à l'autorité palestinienne. Les Israéliens menacent le Mahmoud Abbas également de riposte si jamais il se lance dans de telles aventures onusiennes. Enfin bref, l'atmosphère n'est pas très bonne, le tout sur fond de violence plus ou moins latente en Cisjordanie et à Jérusalem. Merci beaucoup, Charles Anderlin, pour votre analyse. Et je précise le titre de votre documentaire d'enquête à venir, Au nom du peuple. Merci pour vos précisions. Fabienne Keller, quand vous entendez cette situation que l'on connaît, évidemment, aucun dialogue, le même climat de violence, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a quand même peut-être un minimum d'espoir pour que ça crée une pression politique, ce vote ? Oui, mais la pression, elle doit porter notamment sur les acteurs locaux. On l'a évoqué, ils ne dialoguent plus, ils ne parlent plus. Donc c'est une mission de médiation et on voit tout de suite l'effet de ce texte. C'est une crispation favorable côté palestinien, une condamnation côté israélien. Au contraire, on contribue à un raidissement des positions. Non, c'est la diplomatie française, peut-être la diplomatie européenne, qui est l'un des premiers financeurs de l'autorité palestinienne, c'est l'Europe, qui doit participer à la reconstruction de ce dialogue évidemment extrêmement difficile et surtout maintenu par l'incroyable violence qui sévit depuis longtemps et donc les douleurs. Vous êtes d'accord pour dire que c'est le débat éternel? Cette discussion-là ce soir, on a l'impression que dans 10 ans, on pourrait avoir la même discussion avec Coquerel. Ça n'avance pas. Parce que je vous fais remarquer qu'il y a plus de 10 ans, il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner en Israël, d'accord, et qui proposait une politique, je parle de Begin, qui proposait une politique radicalement différente de M. Netanyahou. Il faut arrêter de faire comme si justement les choses n'étaient pas politiques là-bas. On a un gouvernement qui fait une politique sous le poids des lobbies des colons, et qui fait une politique en faveur de la colonisation. Et nous savons, nous Français, que vous pouvez avoir le pays le plus armé, ils ont l'arme nucléaire, vous n'arrivez pas au bout d'un moment à vaincre un peuple qui est colonisé. Donc il faut arrêter avec cette politique. Et moi ce que j'observe, c'est qu'en Israël, beaucoup de gens aujourd'hui ont par exemple appuyé le vote du Parlement français. Donc il faut pas schématiser comme ça. Il y a de la politique dans ces pays-là, comme ailleurs. C'est pas éternel et il faut le résoudre de manière politique. Vous comprenez et pour ça, qu'il y a un double blocage. Vous citez le gouvernement de Netanyahou, il y a le Hamas de l'autre côté. Vous comprenez les réserves mais d'accord, aussi. Mais je vous rappelle, madame, que quand l'OLP dirigeait, Israël n'a eu de cesse d'affaiblir l'OLP qui était un pouvoir laïque, d'accord. Et maintenant, on se retrouve avec le Hamas. Donc de toute façon, en termes de politique, il faut faire avec ce qui existe. Il y a une autorité palestinienne. Tout ce qui est fait en faveur de la colonisation ne peut rien améliorer. Il faut respecter les résolutions de l'ONU et la France doit faire ce qu'elle a fait pendant très longtemps et ce qu'elle a arrêté malheureusement de faire notamment cet été. Elle ne doit pas être alignée
sur les positions du gouvernement israélien quand il fait cette politique. Et malheureusement, cet été, ça a été trop le cas de M. Hollande. Juliette Méadel, puis Moi, Stéphane j'ai Ravier. tendance sur ce dossier à être extrêmement modeste parce que je crois que c'est toujours difficile dans un pays en paix comme la France d'aller donner des leçons à un pays qui est quand même en proie à des actes terroristes, puisque Israël est une démocratie qui est en proie à des actes terroristes. Cette résolution est intervenue quelques jours après la mort de 5 jeunes qui étaient dans une synagogue. Donc, ce qu'il faut faire juste très attention. Depuis notre position, nous sommes dans une position qui est une position confortable. Et donc, ce que je dis ici, c'est qu'il faut être extrêmement modeste et ne pas aller donner des leçons à ceux qui sont dans une situation complexe. Sur ce sujet-là, il y a la diplomatie européenne qui doit évidemment progresser parce qu'elle n'est pas assez aujourd'hui forte et organisée. Il y a la diplomatie, mondiale et tous nos efforts doivent être concentrés sur une action qui tende à rétablir la paix et surtout, n'importons pas en France le conflit israélo-palestinien. Nous rendrons service à nos... C'est pas bien de dire ça. La France a toujours eu à certains moments des jugements sur une politique étrangère. Je vais vous faire remarquer que la meilleure chance pour le peuple israélien, c'est le fait justement que cette politique ne soit plus menée. Et la France a su, par le passé, avoir une voix forte qui n'était pas alignée sur un ou l'autre camp, mais en faveur de la paix. Aujourd'hui, ne pas dire, ne renvoyer dos à dos un État qui colonise un peuple et un peuple sans État qui est colonisé, ce n'est pas rendre service à la paix. Vous ne pouvez pas renvoyer dos à dos un État démocratique et un groupe... Peut-être que vous serez d'accord, Stéphane Ravier, Éric Coquerel, sur un point, c'est le poids de l'Europe et de la France. Là, il pourrait vraiment être plus important et peut-être même occuper une place que les États-Unis n'occupent plus. Ils se sont retirés de cela. C'est évidemment être un médiateur, enfin, si médiation il peut y avoir. Dans l'attitude traditionnelle des États-Unis que de mener une politique bulldozer, que de commettre plus de dégâts qu'autre chose. Et puis, quand la situation est intenable, se retirer du théâtre des opérations. Et puis, on en appelle à l'Europe, on en appelle à la France, qui sont absentes depuis, on nous le rappelle depuis une dizaine d'années. Sans doute que la France a son mot à dire, mais pas de cette manière-là. Nous sommes à la limite de l'ingérence en statuant, en ayant cette résolution au sein de notre Parlement. Ce n'est pas fait, je crois, pour calmer les choses. La diplomatie, c'est tout, sauf de la politique spectacle. Il faut que les choses se passent entre gens de bonne volonté, dans les salons feutrés, on va dire, dans la discussion, dans le débat, et les choses avanceront. Et il est clair que d'abord, il doit y avoir un cessez-le-feu de part et d'autre. De part et d'autre, il ne doit plus y avoir d'attentats. Les Israéliens doivent être certains de ne plus subir ces attentats abominables, mais les Palestiniens ne doivent plus subir non plus des représailles largement disproportionnées. Beaucoup de si des deux côtés. Et tant qu'il y aura ces affrontements-là, eh bien, les hommes de bonne volonté ne seront pas entendus. Un dernier mot peut-être sur ce sujet, Éric Coquerel. Ça passe par la reconnaissance de l'État palestinien, parce que tant qu'il n'y aura pas deux États, il ne pourra pas y avoir la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais plus grave dans la région, parce que la pomme de discorde entre ces deux peuples a évidemment des répercussions terribles dans la région. Bien sûr, sur l'ensemble de la région. On va revenir à la politique nationale française. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait une évolution de ce paysage politique. L'UMP qui se réorganise, tente de se rassembler. Le Front National en ordre de bataille. La gauche qui veut remobiliser des troupes qui ont un peu le moral dans les chaussettes. Vous n'allez pas me contredire, Juliette Méadel. Et justement, Juliette Méadel, depuis quelque temps, c'était calme plat, même creux chez les socialistes avec des troupes un peu fatiguées. Et on sent qu'il y a un petit réveil. Et même au gouvernement, Manuel Valls qui va accorder un long entretien dimanche, plus de 40 minutes. Qu'est-ce qui provoque ce sursaut soudain? Vous dites un petit sursaut, mais nous avons eu des débats, y compris assez vifs, au moment de chaque adoption des budgets, puisque, comme vous le savez, OPS, c'est un parti démocratique, et donc il se trouve que, y compris lorsque nos propres militants et élus ne sont pas d'accord, nous discutons, nous élaborons des positions, et donc ça n'a jamais été très calme. Est-ce qu'il y a un catalyseur à droite en ce moment qui vous rassemble? C'était ma question. Si votre question c'est est-ce que l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP simplifie les choses, c'est sûr que c'est quand même plus simple d'avoir un représentant unique pour le parti de l'opposition. C'est toujours, comment dirais-je, plus facile en termes d'affrontement idéologique. Là où ça va être un peu plus difficile, c'est que Nicolas Sarkozy n'a aucune cohérence idéologique.
c'est un peu attrape-tout. Hein. Donc on a commencé avec la campagne de 2012 était très axée sur la ligne de Patrick Buisson. Et puis on voit bien qu'il a réussi à gagner son parti en se droitisant, en allant marcher d'ailleurs sur les terres du Front National, et avec en même temps des accents qui sont parfois un peu anti-européens, mais en même temps des accents qui, à certains moments, n'hésitent pas à revenir sur un certain nombre de principes. Oui. Manque de cohérence, droitisation très claire, qui ne rend pas compte d'ailleurs de la réalité de son électorat, parce que la droite est beaucoup plus diverse que le militant UMP qui a voté pour Nicolas Sarkozy. Donc effectivement, une atomisation en termes d'idéologie, et en même temps, un candidat qui est toujours pareil, l'agité du bocal. Donc je crois que ça ne va pas nous permettre de tirer le débat vers le haut, mais après tout, moi je dis que c'est bien aussi que ce soit organisé. De Jean-Christophe Cambadélis qui dit que c'est une, je cite, une mauvaise nouvelle pour la France, mais une bonne nouvelle pour la gauche. C'est une drôle de formule quand même, ce paradoxe. Je crois que l'idée derrière, c'est l'idée d'avoir un seul leader pour la droite, donc un seul leader pour l'opposition. Et comme je vous le disais, nous, au PS, on aime bien les débats d'idées. Et donc on préfère discuter avec Nicolas Sarkozy de son projet pour la France plutôt que des bisbilles entre Juppé, Fillon et des affaires de Big Malion. Alors, l'UMP sort de 2 années difficiles, après l'élection incertaine entre Jean-François Copé et François Fillon. Donc voilà une élection qui s'est déroulée de manière apaisée, un nouveau président. Mais il n'était pas seul dans cette élection. Bruno Le Maire a fait un très beau score, 29%, presque 30%, montrant une certaine diversité, une diversité certaine dans la base même de l'UMP, ce qui conduira sans nul doute le nouveau président à organiser peut-être de manière plus collégiale qu'avant la direction de l'UMP. Quant au programme, il est un peu tôt, il n'est pas construit. Nous sommes nombreux, et je crois que c'est pour ça que les militants se sont mobilisés. Il y avait 56% de participation, sont en attente de ce débat qui leur manque depuis 2 ans pour proposer autre chose, parce que c'est vrai que la politique du gouvernement les inquiète, que le centre et la droite n'ont pas été très audibles au cours des 2 dernières années et demie. Donc il est grand temps de se mettre au travail, comme nous avons commencé à le faire au Sénat, mais dans une plus grande ampleur et en écoutant surtout les Français, ceux qui bossent, ceux qui créent de la richesse pour la France ou ceux qui sont en difficulté. Remobilisation des troupes socialistes en vue d'un congrès, d'ailleurs, parce que vous avez parlé des divisions de la droite, on va parler un petit peu des divisions de la gauche, du Parti socialiste. Fabienne Keller qui parle, évidemment, c'est le maître mot d'ailleurs, c'est le mantra en ce moment du discours politique, rassemblement. Et du côté du Front National, c'est un parti en ordre de bataille, c'est le maître mot également? C'est le moins que l'on puisse dire, mais si vous me permettez de revenir sur le retour de Nicolas Sarkozy, il est le nouveau président de l'UMP, mais il n'a pas été élu de façon aussi éclatante qu'il l'espérait. Pas comme Marine Le Pen à 100%, ça je peux vous dire que c'est un score différent. Il est clair qu'à l'UMP, les divergences sont criantes. On ne sent pas une unité entre messieurs ou avec messieurs Sarkozy, monsieur Juppé, monsieur Fillon. Le plus dur est devant nous, enfin, est devant vous, Madame Keller, et devant l'UMP. Nous avons entendu aujourd'hui que l'union avec le centre est loin d'être acquise. Le centre a fait savoir qu'il reprenait une nouvelle fois son indépendance, faisant monter les enchères en réalité en vue de cette présidentielle. Il y a des élections locales en 2015. Après avoir soutenu François Hollande à l'occasion des élections présidentielles passées. Donc il y a là... On a l'impression que vous vous délectez du spectacle. Écoutez, j'aurais tort de m'en priver. Je constate que cela n'a pas changé ni à droite ni à gauche. Et au Front National, c'est vrai, il y a un leader incontesté qui fait l'unanimité parmi les personnalités qui l'entourent. Nous sommes tous derrière Marine Le Pen qui a une ligne. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord. Vous avez des sensibilités quand même. Ah bon. Nous avons des adversaires et c'est bien normal, mais nous avons une ligne, elle est cohérente. Et c'est la raison pour laquelle nous ne cessons de progresser élection après élection, parce que le spectacle qui est donné par nos adversaires, lui, est complètement déroutant, voire écœurant. On va parler en détail et finir ce tour de table sur Nicolas Sarkozy, puisque vous l'avez engagé. Éric Coquerel, est-ce que c'est le meilleur ciment, justement, à gauche ?
Non mais on voit bien tous les problèmes de la vie politique, parce que depuis tout à l'heure vous dites la gauche, le Parti socialiste, vous ne savez pas trop. Bon, si, moi je sais, je vois la différence. Justement, oui. on voit la différence. Bon. Moi je crois que je vous entendais parler de sursaut. Alors je me demandais quel était sursaut, parce qu'ils ne sont pas dans les sondages, au moins qu'on puisse dire. Donc je me disais finalement le sursaut pour le Parti socialiste, ça a l'air d'être l'élection de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs je regardais Le Monde qui titrait hier déjà Le Pen, Sarkozy-Hollande, donc on voit bien que ça y est, on nous donne ce qui devrait être le paysage politique dans les années à venir entre deux libéraux, parce qu'il y a deux candidats libéraux qui font la même politique, c'est bien ça le problème, qui désorientent les Français sur l'austérité, la politique de l'offre, l'obéissance à l'Union européenne, et en plus de ça, la 5e République, là les trois partagent, c'est-à-dire le Front National, l'UMP et le PS, c'est-à-dire aujourd'hui un régime qui est à l'agonie, qui est une monarchie élective, on voit bien qu'il ne fonctionne plus, et on essaie de nous faire croire que c'est ça le théâtre qui doit se planter dans les années à venir. Eh bien nous disons non. Voilà, nous disons que la gauche ne se repère plus justement comme ça, non pas de notre faute, mais tout simplement parce qu'on a un parti aujourd'hui au pouvoir, via François Hollande, qui fait une politique exactement inverse de celle pour laquelle il a été élu. Et vous parlez de droitisation, oui ? Bien sûr, pour laquelle il a été élu, et c'est ça le problème. Et en plus de ça, c'est parti du système. On crée, avec le Front National, un diable de confort, mais en lui donnant au fur et à mesure raison sur ses valeurs, sur la question de la haine de l'autre, de la haine de l'immigré, etc., eh bien, le diable de confort pourrait bien les dévorer. Et tout leur problème, il est là. Donc nous, ce que nous essayons, nous conforter. Je vous interromps. Est-ce que j'ai mal entendu? Oui, je pense que... J'espère que j'ai mal entendu. Non, je pense que le Front National avez dit que a été largement... conforté par le gouvernement en place. Bien sûr, avec la politique qui est menée. Enfin, nous avons aujourd'hui voté... Je crois que l'essence même... Attendez, je ne peux pas vous laisser dire... franchement, l'essence même du Parti socialiste... L'essence même du Parti socialiste, mais l'essence même d'ailleurs d'une partie aussi de la droite républicaine, c'est évidemment de rappeler que les valeurs fondamentales de notre République sont l'égalité. Voyez-vous? Et donc, je ne crois pas qu'on puisse considérer que, même si vous ne partagez pas... l'offre, la demande et les réglages macroéconomiques de ce gouvernement, je ne crois pas qu'on puisse s'appuyer sur un problème de réglage macroéconomique pour dire que ce gouvernement favorise le Front National. Franchement, je ne comprends pas comment vous osez dire une chose pareille. Parce qu'il fait une politique qui désoriente les Français en faisant une politique contraire à celle pour laquelle il a... Je suis très modéré, madame. D'être modéré parce que là, je trouve que vous allez un peu loin. Si vous faites une politique d'inégalité qui tourne le dos aux aspirations qui ont été celles des Français quand vous voulu battre Nicolas Sarkozy. Pendant des années, cette politique-là, cher monsieur. Oui, parce qu'on voulait pendant des années, et vous la soutiendrez à nouveau si, et lorsque la candidate Marine Le Pen sera au second tour, vous la soutiendrez à nouveau au nom des valeurs, au nom de je ne sais trop quoi, vous la soutiendrez à nouveau. Mais je vous donnerai raison républicaine et de gauche. Je vous donne raison en tout cas sur un fait, c'est que ce gouvernement dit de gauche mène la même politique que le précédent, dit de droite, et qui est en réalité la même politique venue imposée par Bruxelles, devant laquelle Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont, je ne vais pas dire couchés, mais se sont rangés, sont bien loin après les déclarations de François Hollande durant sa campagne électorale, lorsqu'il osait affirmer que son seul adversaire, c'était la finance. On voit bien que la finance se porte de mieux en mieux. Elle n'a pas craint François Hollande comme elle n'a pas craint Nicolas Sarkozy. Vous avez dit un mot important, vous avez parlé de droitisation. Je vais laisser Fabienne Keller répondre, mais justement, c'est cette question récurrente qui revient dans le débat. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut l'appeler droitisation. En tous les cas, il y a des thèmes parfois qui se radicalisent. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est une droitisation de la société ou une droitisation des thèmes politiques? On a posé la question à des parlementaires. Regardez, c'est le dossier du 22h de Cécile Sixou. Ce matin, à la sortie des groupes politiques, on a tenté la question. Si je vous dis droitisation de la société. Droitisation de quelques politiques, oui, mais pas de la société. Il y a une tendance à l'individualisme, il y a aussi une tendance au repli sur soi dans les sociétés, qui est liée au vieillissement de nos populations, en tout cas dans les pays occidentaux, et que ça peut produire des effets politiques. Les discours qui sont tenus par certains, et notamment à l'UMP, franchissant toutes les barrières, passant toutes les barrières, peuvent avoir comme conséquence de la droitisation de la société. La droite a ses valeurs, la gauche a les siennes, et le problème commence quand il y a confusion justement entre les valeurs de la droite et de la gauche. La droitisation de la société, qu'ils soient à la droite ou à la gauche de l'échiquier politique, tous ont un avis sur la question. Entre les succès électoraux du FN, la frilosité de la gauche à mener des réformes de société comme le droit de vote des étrangers ou encore la mobilisation conservatrice autour du mariage pour tous, la droitisation est devenue un thème à la mode. Derrière ce mot pourtant, plusieurs idées, celle d'un déplacement à droite du curseur idéologique, mais aussi celle d'un
durcissement de l'opinion. Si l'on prend la question de la peine de mort, par exemple, donc là qui est un bon marqueur dans les enquêtes d'opinion d'attitude assez conservatrice et autoritaire, on s'aperçoit que on a aujourd'hui, selon les moments, entre un tiers et 40 à 45% de Français qui seraient favorables au rétablissement de la peine de mort. Donc c'est des scores encore assez élevés. Mais quand François Mitterrand décide d'abolir la peine de mort en 81, il y a une majorité de Français à l'époque qui défendent le maintien de la peine de mort. Pour trouver une trace de droitisation, il faudrait chercher du côté des politiques économiques et plus sûrement des partis. Si on regarde sur une trentaine d'années comment évoluent les opinions des Françaises et des Français, alors la droitisation est un mythe. Ce qu'il y a en fait, c'est plutôt une droitisation de la droite classique, et un rapprochement entre sympathisants de l'UMP et du FN sur un certain nombre de points, le rapport à l'autorité, à l'identité nationale, mais surtout ce qui touche à l'immigré, à l'autre. De Patrick Buisson à Éric Zemmour, la droitisation a pourtant ses visages. Alors, mythe ou réalité ? Eh bien, bonne question, Fabienne Keller. Mythe ou réalité? Vous avez votre franc-parler. Je sais que quand il y a des sujets dans une campagne qui ne vous vont pas, vous le dites. Est-ce que dans cette campagne menée par Nicolas Sarkozy, il y a eu des thèmes trop à droite, selon vous? Moi, je n'ai pas aimé quand il a réagi aux militants de la Manif pour tous en accédant à leurs souhaits. Il a été populiste. Ce n'est pas le Nicolas Sarkozy que je préfère. Mais le temps de cette élection, avec ses contraintes et ses règles du jeu, est passé. Aujourd'hui, c'est le temps de la construction. Et le mot individualisme a été évoqué, un repli sur soi. Qu'est-ce qui fait que les gens se replient sur eux-mêmes et cherchent parfois des responsables? C'est les difficultés qu'ils vivent, c'est le chômage, c'est les impôts en plus que leur inflige le gouvernement. Alors les réponses faciles, démagogiques, qui sont celles du FN, c'est de trouver des boucs émissaires. C'est la faute à l'Europe, on va sortir de l'euro et tout. C'est la faute aux étrangers et tout va être résolu. Il y a actuellement de superbes papiers sur l'émigration et le rôle qu'elle joue en Europe. Après, il faut des règles. Et il faut qu'elle soit appliquée par tous. Il n'y a rien de pire que l'injustice pour créer un socle pour les extrémistes. Mais il faut, tout parti républicain confondu, qu'on s'engage à avoir des débats de fond sur les entreprises, quelle place leur donner pour qu'elles puissent créer de la richesse et la distribuer sous forme de revenus et de création d'emplois. Sur les personnes fragiles, on dépense beaucoup d'argent en aide sociale, on n'a jamais eu autant de pauvres. C'est bien qu'on n'est pas efficace. C'est pas les sujets qui ont été beaucoup mis en valeur ces derniers temps. Sur les sujets de société, cessons d'avoir des débats clivants. La motion, enfin le texte sur la Palestine en est un exemple. Ayons plutôt des débats de fond. Alors ils sont parfois moins communicants, hein, mais essayons de bosser, de travailler en réponse aux attentes de nos concitoyens, plutôt que d'avoir des anathèmes. Et puis de la cohérence pour reconstruire la confiance. Le gouvernement qui, il y a 2 ans, fiscalise les entreprises avant de les épauler, ça déboussole tout le monde, même question, et notamment le monde Juliette économique. Medel, sur mythe ou réalité, sur la droitisation, et peut-être un exemple sur les dossiers économiques, avec une loi à venir, une loi importante, dites-vous, c'est la loi Macron sur la croissance, et qui va peut-être donner lieu à une bataille avec et le gouvernement et la gauche. Est-ce que là, c'est l'exemple justement de thèmes où il y a une droitisation, en tous les cas sur des thèmes plus libéraux sur le terrain économique? Non, à vrai dire, je ne crois pas qu'il y ait une droitisation de la société. Et si on prend juste un tout petit peu de recul, on voit bien que sur le plan institutionnel, pour la première fois dans l'histoire de la France en 2012, la gauche était majoritaire partout, à l'Assemblée, au Sénat, dans les mairies, dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux, et ça c'était totalement historique. Donc on ne peut pas dire que la France se droitise. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelques thèmes qui effectivement sortent du débat tabou, et je trouve que sur le racisme et sur l'antisémitisme, nous assistons depuis quelques années à une espèce de libération de la parole qui est totalement à la fois déflagratrice, qui détruit notre cohésion et qui est à l'inverse de nos valeurs, à l'inverse de l'identité de la France qui est fondée sur la République, sur la liberté, l'égalité, la fraternité, et ça c'est ce qui fait notre socle. Et de ce point de vue-là, oui, il y a une extrême droitisation. Sur ce thème-là, vous êtes d'accord, Stéphane Ravier? Écoutez, c'est vrai qu'il y a un racisme qui se développe et qui, dans la parole, se libère. Et je le vis, moi, à Marseille, et en particulier dans les quartiers nord, de façon quotidienne. C'est le racisme anti-français. Oh. Voilà, cette immigration, cette politique d'immigration massive menée par l'ensemble de nos adversaires, de mes adversaires ici présents, et ils le revendiquent, entraîne aujourd'hui une déflagration, comme vous le signifiez, dont les Français sont principalement, pour ne pas dire uniquement, les victimes. L'immigration, mesdames et messieurs, vous en vivez, mais vous ne la vivez pas.
Eh bien, les Français, eux, la vivent, ils la subissent, et ils se rendent compte aujourd'hui, depuis de nombreuses années en réalité, que votre rêve, que votre dogme, eh bien, au quotidien, c'est un échec, c'est une catastrophe, et tout naturellement, ce n'est pas une droitisation, je dirais que c'est naturel que de vouloir retrouver ses racines, son identité, et sa culture, c'est ce que vous souhaitez à tous les peuples de la Terre, sauf pour les Français. Eh bien, nous sommes là, au Front National, pour défendre la culture, l'identité, la souveraineté des Français que vous avez bradé. Je vais laisser la conclusion à Éric Coquerel. Non, mais on voit bien à quoi sert le Front National. C'est-à-dire qu'on a un problème qui, pour bien réfléchir au contexte, l'Union européenne est menacée de récession économique. D'accord ? La dernière fois que c'est arrivé, c'est les années 30. Souvenons-nous juste de ce rappel. Deuxièmement, vous vivez dans le passé. Deuxièmement, c'est pour ça que les Français se détournent de vous, monsieur. Vous vivez dans le passé. Monsieur Ravier, je vous ai laissé parler. Deuxièmement, on voit bien qu'à travers une souveraineté de plus en plus donnée au marché et à la finance, accélérée par l'Union européenne et les traités qui, très souvent, ont été appliqués sans l'avis des peuples, on voit bien qu'on touche effectivement la question de la souveraineté. Comment on répond par rapport à ça? Nous, notre choix, c'est de répondre par la politique. Il faut fédérer le peuple en ayant une analyse du problème que nous avons. Et le problème que nous avons aujourd'hui, il est de deux ordres. Un, c'est que depuis 30 ans, l'argent, la richesse nationale, au niveau d'ailleurs mondial, part des poches du travail vers les poches du capital non investi. Et deux, effectivement, c'est un problème de souveraineté posé par la Ve République. Mais là où M. Ravier, ce que j'entends chez M. Ravier, attendez, juste, il y a 2 secondes. Le problème, c'est la financiarisation de l'économie. Oui, oui, mais excusez-moi, mais vous avez été élu, c'est l'inverse. Attendez, laissez-moi répondre à M. Ravier. Et M. Ravier, on voit bien ce qu'il essaye de faire, c'est qu'au lieu de taper sur le système et ce rapport capital-travail, il divise en réalité le peuple entre lui, entre soi-disant les immigrés et les Français. Voilà à quoi sert le Front National. On aurait aimé avoir un débat plus long, comme nous avons réagi sur ce débat important, avec plaisir, sur la reconnaissance de la Palestine. C'était important. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous demain avec plaisir. Et mercredi, c'est le club d'éditorialistes qui revient sur l'actualité de la semaine. Tout de suite, c'est l'émission Preuve par 3. Belle et douce nuit à vous.